chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour décrypter avec nous l'échéance du mois d'octobre sur les marchés. Philippe Béchade, à nos côtés, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Jean-Luc Hussac d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Jean-Louis. Perceval Finance Conseil. Et à distance pour ce mois-ci, Romain Daubry, derrière ses écrans, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir à vous Romain. Merci beaucoup d'être avec nous à distance pour commenter cette échéance un peu lourde, je le disais, puisqu'on partait quasiment de 7400 points lors de la dernière échéance le 15 septembre dernier, pour se retrouver au plus bas du jour, autour de 6800 points au cours de cette séance. Quel est le bilan qu'on peut dresser de ce point de vue-là ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, un bilan de 7,33% de baisse sur l'échéance, c'est effectivement assez lourd. Une compensation à 6857 points sur le futur CAC 40. On approche de cibles graphiques qu'on avait un peu anticipées et un marché qui est extrêmement intéressant parce qu'extrêmement technique. Il est technique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, il n'y a pas beaucoup de grosses mains. Donc c'est vraiment de la spéculation qui drive tout ça, on le voit. Un mouvement de baisse qui se forme avec peu de volume d'une part. Et puis quand on regarde la position ouverte sur les futurs, on évoquait le mois dernier au cours de l'échéance du 15 septembre l'absence d'intérêt et la baisse très très forte d'intérêt sur les futurs. Ça se confirme toujours ce mois-ci. Pas de regain d'intérêt. Alors c'est intéressant comme information parce que si on regarde l'Eurostoxx, il a perdu environ 5% sur l'échéance, peut-être un peu plus à ce soir. La position ouverte, elle a augmenté sur l'Eurostoxx de 5%, c'est-à-dire quasiment rien. On oscille toujours autour de 3 millions de contrats futurs ouverts. C'est 25% de position ouverte en moins que ce qu'on connaît habituellement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de stratégie baissière forte, 5% de plus. C'est marginal, c'est du technique, c'est pas de la pression baissière. Si on regarde le S&P, le mouvement est du même acabit et on a une baisse qui est beaucoup moins importante. Pour donner le chiffre en détail, on a perdu 4% à peu près, mais le mouvement de baisse, lui, n'a enregistré que 1% de hausse de la position ouverte à des niveaux assez faibles aussi. Donc, pas de pression baissière dans ce scénario. Donc, c'est quand même intéressant de le voir. On a par ailleurs des niveaux de couverture qui remontent un petit peu dans les portefeuilles, mais qui ne sont pas encore à des niveaux d'alerte majeure. La volatilité qui se retend. Et il est intéressant de voir que du côté du VIX et de la volatilité, on a une structure de retournement haussière qui s'est mise en place. Le VIX s'analyse graphiquement. On déborde, on oscille autour des 21. Et la cible idéale de ce mouvement pour le VIX, c'est autour de 25-30. Donc, il y a encore peut-être un petit mouvement de capitulation complémentaire. Mais on a quand même individuellement sur pas mal de titres des mouvements assez brutaux déjà. Je notais sur le VIX, on a dû dépasser la barre des 20 aujourd'hui, en tout cas au cours des dernières heures, sur le marché américain. Romain, après avoir passé plus d'une centaine de jours sous le seuil des 20. Effectivement, avec un record de stabilité, enfin de non-stress, si on peut dire comme ça, sur le VIX. Donc il y a effectivement quelque chose de ce côté-là. Retour au-delà de 21,60, c'est important, c'est un signal. On est en haut de la zone de vigilance et on est en limite d'entrée en zone d'alerte, mais toujours pas de stress dans un marché qui a quand même pas mal baissé avec des facteurs géopolitiques lourds. Donc des opérateurs qui ne stressent pas beaucoup. Alors pourquoi ? On l'a expliqué. On l'avait déjà un peu anticipé. On pressentait déjà un cycle des options et un cycle de marché très technique. À l'échéance dernière, on avait évoqué la possibilité de rupture autour ou après l'échéance. Et effectivement, la rupture du grand trading range dans lequel évoluait le CAC 40, par exemple, ou l'Eurostoxx, a eu lieu 2 ou 3 jours après l'échéance. Et là, on accélère à la baisse et on va former le point bas et on est à quelques points des cibles idéales baissières. On les évoquera ensemble après, mais peut-être, mais on est à quelques points des cibles baissières idéales sur les indices, et ce, après, au moment de l'échéance technique des marchés dérivés. Donc, il y a un marché qui reste très technique, avec des cycles d'options qui fonctionnent très bien, et pour l'instant, c'est assez propre. Alors, on n'a pas eu ce sell-off à proprement parler, même si ça se tend un petit peu, encore une fois, du côté de la volatilité. Reste que je suis allé voir du côté des ratios de couverture sur le mois de novembre, il n'y a pas d'intérêt. C'est difficile de donner des éléments intéressants, si ce n'est que pas de position ouverte sur les options de vente au-delà de 7100 points sur le CAC 40. Donc, les opérateurs n'ont pas l'air d'envisager un retour au-delà de cette zone 7050-7100. Et puis, sur décembre, un ratio de couverture qui est complètement équilibré, c'est-à-dire que pour la fin de l'année, les opérateurs ne sont pas particulièrement protégés, pas particulièrement alertés pour l'instant. Donc, attention à un petit
coup de rein baissier, un petit sell-off complémentaire. Mais pour l'instant, ça reste assez technique et assez canalisé. Ouais. Jean-Louis, vos commentaires, bien sûr. Ce qu'on n'a pas vu encore, effectivement, c'est ce phénomène de vitesse, d'accélération. Après, ça baisse. Enfin, j'ai repris le point haut du CAC 24 avril, 7581 points au plus haut. Quand on prend le point bas du jour à 6816 points sur le cash, ça nous fait pile 10% de baisse, quoi. Oui, c'est-à-dire que les marchés, je vous le disais, avaient une construction solide, mais ils l'ont toujours. Et c'est pour ça qu'il y a... Moi, c'est rare de voir un marché comme ça. C'est-à-dire qu'il baisse, mais il y a eu, avant qu'il décroche, on est quand même resté entre 7000 et 7002. On baissait, on remontait. C'était vraiment les essuie-glaces. Et on a fini par casser. OK. Mais là également, on a cassé, mais on est remonté un petit peu, etc. Et puis là, c'est vraiment ces derniers jours qu'on a un peu accéléré avec... une accumulation de les problèmes géopolitiques, évidemment, toutes les tensions qu'on peut avoir, les taux d'intérêt qui continuent. Alors là, au bout d'un moment, ça commence à faire mal. Et puis, des résultats de société qui sont moyens. On va dire, globalement, c'est un peu mitigé. Il y a du bon et du mauvais. Et une violence de réaction extraordinaire, très ciblée. Oui, c'est ça. Les résultats dans l'absolu sont ce qu'ils sont, mais les réactions de marché sont une violence violentes. Ah oui. Aujourd'hui encore, vous voyez, il y a des titres qui font des écarts de 10% en 5 minutes, 10-15% à la baisse, à la reprise, à la baisse. J'aime bien parce que même après, je sais pas, 30 ou 40 ans de marché, ça vous impressionne encore. Ah oui, bien sûr. Non, c'est assez impressionnant. Ben, c'est vrai que dans les années 80, 90, on n'avait pas des volatilités comme ça, c'est évident, mais bon, c'était des marchés qui fonctionnaient différemment. Oui. Là, donc, on a fini par reculer, mais c'est vrai que dans tout ce mouvement, il n'y a pas eu une seule accélération vitesse. Ça veut dire pourquoi ? Parce que justement, les spéculateurs sont peu exposés, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de stop-loss. Au contraire, il y avait même beaucoup de spéculateurs qui se disaient mais c'est pas normal que ça baisse pas. Donc ils étaient vendeurs, souvent ils se faisaient stopper, ils revendaient, ils se faisaient stopper, ils revendaient. C'est à ce point-là. Puis au bout d'un moment, moi je suis resté vendeur, je n'ai pas bougé. Parfois on me disait mais Jean-Louis tu bouges quoi ? Je dis 7250 au-dessus, je reneutraliserai. Mais tant qu'on est en dessous, je reste vendeur. Donc on est resté vendeur et du coup on se laisse porter par le mouvement. Mais il y a eu quand même une anticipation baissière qui n'a pas été satisfaite au départ et qui a fini par l'être alors que beaucoup sont sortis. Du coup, ils se disent, je suis dur. Mais humainement, c'est difficile. Psychologiquement, c'est terrible. C'est très dur. Donc là, le marché se met à baisser, il accélère pas, il n'y a jamais de vitesse, c'est calme, on a des rebonds, un peu moins ces derniers jours, mais c'est vrai que la pression de l'échéance, c'est aussi un facteur, on va dire, où il y a moins de prise d'initiative. Et puis surtout, initiative sur quoi ? Et les gérants, moi je me mets à leur place, ils se disent, attends, je vais acheter un truc sur lequel on a analysé de fond en comble, et puis on se lève un matin, elle est à moins 20, moins 30. Les gérants, pour l'instant, moi je veux vous dire, sur du cash 1 an aux États-Unis, ils sont rémunérés 5,5%. Donc voilà. Tant qu'ils n'auront pas en risk-reward mieux ailleurs, pas de raison de sortir de là. Ça sera le refuge, bien évidemment, le dollar, les taux, enfin les obliges, etc. Donc là, ce marché, il est un peu pas abandonné, mais c'est vrai. Ouais. Quand tout à l'heure Romain disait pas de volume, oui, il n'y a pas de volume. Ouais. On le voit bien. Les volumes, ils se font où ? Ils se font au fixing. Ils se font au fixing avec des arbitrages sur les gestions de gamma, etc. Et puis voilà, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Alors, probablement... sur l'objectif 6008, là... Oui, c'est logique. Non, mais d'accord, mais c'est déjà un gros objectif. Ouais. C'est un moment qui appelle à prendre quel type de décision normalement, à 6008, on peut se poser la question d'acheter, mais ça ne donne pas envie, la manière dont ça se déroule. Non, mais c'est vrai. Alors, quand les résultats sont sortis, là, on peut se dire, on risque moins... Ça commence juste, les 2 prochaines semaines vont être clés de ce point de vue-là. Je crois qu'il y a 17 boîtes du CAC qui publient la semaine prochaine. Bien sûr, mais pour celles qui ont pas publié, on se dit, là, peut-être, on peut peut-être mettre un peu de titre au portefeuille. Il y a certainement de bonnes affaires. Mais il y a la crainte du trou d'air en permanence. Ouais.
voyez, c'est Veralia qui a annoncé les chiffres, pas mal. Et boum, elle a fait. C'est elle qui a fait aussi des essuie-glaces aujourd'hui, avec une violence incroyable. Les analystes sont positifs, mais bon. Non, c'est une phase de marché très particulière. Il n'y a pas de panique. On a une volatilité implicite qui a remonté à 19,5 sur le CAC, quasi 20. Ouais. Oui. Et bon, il y a quelques si en novembre il y a le dividende de Vinci qui va impacter de 10 points. Puis après, il y a le taux d'intérêt qui vient se mettre en face. Donc le futur est à peu près une vingtaine de points au-dessus du cash. Voilà. Et puis donc, les arbitrages se font. C'est pas évident, je vous dis encore une fois, à cause du volume qui est pas là, et y compris sur les dérivés. Le volume est faible. Oui. Bon. Puis là, on parle des actions, mais on est tous gérants obligataires aujourd'hui. Il n'y a plus que ça qui est regardé, suivi par les marchés. L'événement de la semaine, c'est quand même d'avoir vu, pour ceux qui ont regardé à la loupe sur la bonne plateforme, le taux à 10 ans américain touché et même peut-être débordé d'un micro-pips, le seuil des 5%. Voilà, ça y est, c'est fait, on l'a affiché. Ouais. Le 30 ans, lui, est allé chercher 5,10. Ouais. Donc, tout va bien. Le taux hypothécaire, il a passé la barre des 8. Bon, c'est une valeur totalement subjective parce qu'il y a... Personne n'emprunte à 8% aujourd'hui. Personne n'emprunte, personne ne vend, personne n'achète. Voilà, mais c'est un petit peu ce qui se passe sur les actions depuis des mois. Ouais. Personne ne vend, personne n'achète. Et puis même si à un moment, il y avait une forte conviction à l'achat, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de contrepartie quand on veut acheter. Et puis quand on veut vendre, on sait depuis longtemps qu'il n'y a rien. Donc pour reprendre une expression que connaissent les anciens de la bourse, parce qu'elle était déjà d'usage il y a 30 ans, c'est on patine sur une couche de glace extrêmement fine. Et le premier qui tente un double axel, il pète tout en retombant. Voilà. Donc, est-ce qu'on assiste effectivement aux premières fissures ? Quand on regarde le marché obligataire, alors lui, il est déjà au fond du trou, 20% de baisse. C'est le crack le plus dévastateur depuis 1928 aux États-Unis. Hein. Ça, c'est l'indice agrégé, c'est ça Ouais. Et pour les small caps, donc ce mois-ci, on est à moins 7,5, je crois. C'est un gouffre. Mais attendez, les small caps, c'est pas moins 7,5, ce mois-ci, c'est moins 11,20. Un gouffre. Voilà. Et ils étaient déjà, les small caps étaient déjà en sous-performance. Les 4 sorcières des années. Du 16 septembre dernier. En Europe et en France notamment. Voilà. Donc là, on a l'impression que ça fait 5 ans maintenant que les small caps sont aux oubliettes. Et puis, il y a rien qui vient. Alors, effectivement, on a 5% de rendement, 5,30 sur 2 ans aux États-Unis. Bon, si on prend les 20 small cap les mieux rémunérés, vous allez avoir un portefeuille qui est largement au-delà des 8% de rendement. Voilà. Mais ça continue de vendre, parce qu'il y a toujours cette même logique que c'est des fonds, et je ne sais pas s'il va rester, d'ici la fin de l'année, un fonds small ou mid cap en France. Un fonds. En tout cas, dans les allocations des CGP, ce que je comprends pour le compte de leurs clients, c'est que oui, les poches small cap, au mieux, elles sont réduites au maximum. Au pire, elles sont inexistantes. Voilà. Et encore une fois, donc il va nous rester le private equity. Ouais, là, je pense que le private equity qui avait très très bien joué avec le financement des startups, etc., qui obtenait des 6-7% de rendement quand on était à 2 sur de l'emprunt d'État, là, s'ils choisissent bien, je pense qu'ils vont vraiment faire de belles affaires. Ouais. Mais il n'y a pas un particulier aujourd'hui qui va pouvoir trouver, je pense, un fonds small cap performant. Voilà. Et quant à se constituer soi-même sa propre sélection, on se retrouve confronté au problème de liquidité. Des trucs qui ont 11% de rendement, mais pendant 2 jours, il s'est traité 5 titres. Donc c'est... voilà. Donc c'est réservé, ça va être réservé, là encore, une fois de plus, à un public extrêmement étroit. Mais le public très très large sur les actions, je pense qu'il a vraiment un souci. Et il n'est pas récent, mais là, d'un seul coup, on va rencontrer vraiment le mur. Et comment on fait pour s'alléger si vraiment la situation tourne mal ? Si le baril de pétrole monte à 120, 125, comment on sort ?
Après, sur les small, j'ai l'impression que tous ceux qui ont eu envie de sortir depuis 4 ou 5 ans en France, ils ont eu le temps de le faire quand même, d'une certaine manière. Oui. Alors ceux qui sortent, c'est les patrons de ces boîtes qui disent moi, la bourse, elle est terminée, c'est des frais. Oui, mais ça, c'est pas nouveau non plus. Voilà. Enfin, il y a peut-être quelques opportunités de patrons. La seule IPO qu'on devait avoir à 1 milliard là, sur Euronext, elle ne s'est pas faite parce que les conditions de marché ne le permettaient pas. Un mot sur les small, et puis je passe la parole à Romain sur le sujet. Il y a quand même des insiders qui achètent des titres, un petit peu, il y en a. Mais sur les mid et small, la situation me rappelle vraiment 2002-2003, début 2003. Mais le marché a eu raison, c'est-à-dire qu'en 2001, ça commençait bien sûr, 2001, 2002, c'était d'une violence inimaginable. Et en 2003, on a eu une vague de dépôts de bilan. Moi, je n'avais jamais vu ça à la bourse. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des introductions qui se faisaient un petit peu à l'arrache, comme ça, et ça venait un peu bizarrement, mais il y a eu quand même des dépôts de bilan, un nombre de dépôts de bilan considérable. Bon, là, on risque d'avoir des situations identiques avec des sociétés qui, au niveau de leur endettement, ont des gros problèmes. Parce qu'il y a à la fois la hausse des taux, mais la vitesse de la hausse des taux. La vitesse, c'est un facteur impactant extraordinaire. Et c'est pour ça qu'elle souffre. Il y a la question de levier, il y a la question de la liquidité, et effectivement. Et puis, certaines de ces entreprises, alors il y a différents niveaux de qualité quand même dans les small caps, mais toutes n'ont pas accès au marché de financement ou de refinancement comme des grandes entreprises ou des grandes valeurs cotées. Romain, sur la partie small cap, c'est mois après mois qu'on constate effectivement la baisse, mais c'est vrai que là, je regardais quand même le graphique, enfin l'indice CAC Small depuis le 31 août, mais c'est le plongeon, quoi. Il y a l'idée d'un vertige un peu. Oui, effectivement. Déjà, d'une façon générale, il y a cette idée de sell-off, de baisse régulière, ce crack un peu rampant. On avait connu ça en 2015, c'est assez épuisant avec des rebonds importants, et puis le marché continue à baisser derrière. Il n'y a pas cette capitulation. Mais si on regarde dans le détail, justement, sur quelques valeurs, il y a aussi ce comportement et ce marché très creux que vous décriviez très bien. Alstom, c'est quand même assez impressionnant, ce décalage. Société Générale qui perd plus de 10% le jour de l'annonce d'un plan de restructuration. C'est rare quand même de voir des grosses capitalisations décaler autant sur, c'est pas un profit warning, c'est une annonce d'un plan. Alors il peut décevoir, mais qu'il y ait un tel décalage, un tel mouvement, c'est dire à quel point les marchés sont creux. Alors pour revenir au sujet effectivement des small et mid caps, il y a eu un peu d'activité au printemps dernier, et puis ça s'est vite tari, et effectivement des retours à la baisse. Alors là, sans vouloir trop anticiper, on n'a pas encore de signes haussiers forts, mais on a des micro-signes de capitulation, je trouve, effectivement, sur ce secteur-là. Il va falloir reconstruire et c'est assez lourd, mais si on regarde quelques valeurs comme de Richebourg, comme Aubet, on a des mouvements de baisse assez marqués. On vient sur des niveaux de support importants. Si je prends le cas précis de Richebourg, 4,25, c'est un titre qui valait 11 il y a quelques mois, qui se paye 4 fois les bénéfices. Alors, ce n'est pas un critère que je regarde beaucoup, le nombre la cherté d'une valeur, si ce n'est qu'en ce moment, les opérateurs ont du mal à payer des valeurs chères. Et bien, des titres qui font ça, c'est quand même intéressant et à se poser des questions. Et il y a, sur ces titres-là, des gaps baissiers en bas de marché, quelques jours d'affilée, qui ressemblent à des micro-capitulations. Donc, il y a peut-être des choses à regarder et à surveiller de ce côté-là. Puis, si on regarde du côté des grosses, on avait notre benchmark, on l'avait pas mal évoqué le mois dernier, LVMH. On voyait un rebond de court terme possible pour aller chercher 730 environ, mais on expliquait que la structure de retournement sur le titre, elle était importante. Elle s'était construite entre janvier et septembre et que les supports et les cibles aux alentours de 705 étaient des niveaux baissiers minimales, mais le titre est quand même allé chercher nettement plus bas, autour de 654. Alors là, c'est justement ici où ça se joue, c'est de voir si sur ces niveaux de support majeurs, alors que le titre était considéré comme cher, qui maintenant ne se paye plus que 20 fois les bénéfices pour LVMH, il peut y avoir des réactions. Il y a quand même, et c'est ça en fait la structure et la clé, le cœur de ce qui va se passer dans les jours ou dans les semaines qui viennent, c'est c'est notre idée en tout cas, il y a du cash disponible encore, et pour des gérants qui veulent rentrer sur des titres, il y a des points d'entrée techniques. Même si on n'a pas du tout de figure de retournement à court terme pour l'instant, on a des stabilisations. Si je prends le cas de Pernod Ricard, elle a construit une figure de retournement de février jusqu'en août. Elle a touché et dépassé ses cibles baissières. Là, elle a réagi sur un niveau de support intéressant aux alentours de 156,80. Elle a formé une petite figure de retournement haussière en 15 jours ou 3 semaines. Donc, on ne va pas rebondir très fort tout de suite, mais
pour certains titres, il y a quand même, et que ce soit des grosses capitalisations ou des petites, des niveaux qui sont intéressants, qui vont être à considérer. Et comme je le pense, en tout cas, il y a des liquidités, mais il y aura peut-être des choses à faire de ce côté-là. Pas d'urgence, encore une fois. On n'a pas tout à fait capitulé sur le marché encore, à mon avis. Mais on commence à regarder des dossiers et la poche de liquidité qu'on avait mis de côté depuis l'été va commencer à pouvoir être employée en partie. En tout cas, si on ne le fait pas sur ces niveaux-là, plus bas, ce sera beaucoup plus grave. Dans la série des divergences du moment, Philippe, alors il y a évidemment le Nasdaq qui reste quand même stellaire, hein, malgré des taux qui n'arrêtent pas de monter, des taux longs réels à 2,5% aux États-Unis. Ça reste quand même l'indice qui apporte la meilleure performance depuis le début de l'année. Et à l'inverse, sur les marchés actions américains, le Russell 2000, c'est l'indice censé être le plus domestique, composé des valeurs moyennes américaines, qui a non seulement effacé toute la hausse qu'il avait pu engranger sur les 6 premiers mois de l'année et qui se retrouve en négatif. Ça donne, je crois, un écart entre le Russell et le Nasdaq qui a peut-être jamais été atteint. Jamais, puisqu'on est à 30, voire au-delà, si on prend le Nasdaq 100 ou le Nasdaq Composite, donc l'écart est plus grand avec le Nasdaq 100, Nvidia oblige, et on s'aperçoit que même avec le début de consolidation, qui est patent maintenant sur le Nasdaq 100, quand on commence à voir rebaisser les Nvidia, les Apple, etc., ça baisse encore plus vite du côté des small caps. Et effectivement, on a tout dit. Les small caps, c'est le reflet des conditions de financement et le reflet des conditions d'activité in situ. Et effectivement, les multinationales se refinancent encore si elles ont les bons canaux à 0,75 au Japon. Parce que c'est la réalité. L'argent vaut encore 0,75% au Japon. Et en plus de ça, ceux qui ont emprunté il y a 6 mois, le yen valait 1,38, maintenant ils vont à 50. Ils ont gagné sur les deux tableaux. Enfin, ils ont gagné pratiquement 10%, et ils ont fait un écart de 10% sur le change. Franchement, il faut que ça continue comme ça, hein. Là, voilà. On est revenu à 150 là, sur dollar yen. Là. Voilà. Alors là, je ne sais pas si la Banque centrale du Japon intervient à partir de 150, en tout cas à 155, c'est sûr. Elle va commencer à faire quelque chose. Mais là sur le VIX, hein, on vient de passer la barre des 40% de hausse par rapport à la précédente échéance du 16 septembre dernier. D'accord. En un mois, ça fait 40%. Plus 40. D'accord, ok. Voilà. Ouais, alors ça se joue depuis quelques heures, quoi, c'est ça. Là, il se passe clairement quelque chose. Et l'or à 2000 ? Et l'or, quasiment. On n'a pas vu, on n'a plus parlé de l'or depuis SVB, quoi. Ça a duré quelques jours. Là, je vous en dis volontiers 2 mots, puisque bien sûr. Je viens d'écrire un papier là-dessus. Plus que 2 mots, alors. Pour la première fois depuis le début du XXIe siècle, l'or a pris $100 une semaine où les taux US ont pris 25 à 27 points de base. C'est ça qui est incroyable. Voilà. L'actif sans rendement avec des taux réels à 2,5% en face, ça a pris, clairement, 10% sur la semaine. $100 l'actif refuge, pour l'instant, il est là. Et assez curieusement, pas le dollar. Généralement, on a une hausse conjointe quand on est dans un stress géopolitique. On a une hausse conjointe du dollar et de l'or. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça veut dire qu'en fait tous les pays achètent de l'or, toutes les gestions achètent de l'or, tous les pays n'achètent plus de dollars. Et quand je parle de tous les pays, ça inclut probablement la Chine, une bonne partie des BRICS, etc. Donc là aussi, on est à un tournant. Il faut avoir conscience de ce que ça veut dire. S'il n'y a pas de demande de dollars dans ce que Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, a désigné comme la situation géopolitique la plus dangereuse depuis la dernière fois qu'il l'a dit, quoi. Non, depuis septembre 2001. Voilà. Donc, il y a un message aussi. Sans cet appétit de dollars, le financement de la dette américaine va devenir compliqué. Sûr que les Chinois n'ont jamais autant vendu de treasuries. Il leur reste 805 milliards. Ça, on le sait. J'ai vu que le Japon était un peu revenu sur les achats de treasuries après avoir gelé les achats depuis 2022. Il faut que le retraité touche du rendement. Donc, mais c'est sûr qu'il y a un problème d'offre-demande. On l'a beaucoup décrit sur ce marché des treasuries là aujourd'hui. Oui, là, on vient d'atteindre 33 650 milliards de dettes. Voilà.
au rythme septembre-octobre, on sera à 41 000 milliards à la même date en 2024. Le service de la dette, il passe de 1000 milliards à 1250 milliards. Et en plus de ça, Joe Biden veut distribuer 100 milliards à l'Ukraine, Israël, enfin qui en a besoin. C'est 14% du budget fédéral, la charge d'intérêt de la dette américaine aujourd'hui. C'est quasiment 15% du budget fédéral. Ouais, voilà. C'est ça. Et des taux moyens à 5% face à une croissance qui sera probablement pas de plus de 1% au premier semestre 2024, c'est le Conference Board qui le dit, c'est pas ma prévision pessimiste de la chose. Donc vous payez 5 d'intérêt, vous avez 1% de croissance, il va falloir que vous imprimiez encore la différence. Enfin, vous voyez un petit peu le piège, et s'il n'y a pas de demande de dollars en face, je ne sais pas comment ça se passe. Un mot sur l'or, Romain, il y a quelque chose à dire. Effectivement, on est à plus de $2000, je le disais, pour la première fois depuis SVB. Et oui, il y a un mot important à dire sur l'or, et même sur les matières premières en général, mais les précieux en particulier. L'or s'était installé dans un canal baissier depuis le mois de mai dernier. Il en est violemment sorti par le haut avec du volume. Il a débordé une résistance majeure à 1977, et la grosse résistance, c'est 2070. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a stabilisé depuis maintenant 2020 à l'intérieur d'un très très grand trading range, 1688 en bas, 2070 en haut, et on a consolidé depuis quelques semaines donc maintenant, mais on a préservé la médiane du trading range, on n'est pas reparti en bas. Accélérer au-delà de la médiane, c'est vraiment un signe de force, et le débordement de 2070 ouvrirait la voie à un mouvement haussier complémentaire, et donc de la taille équivalente au trading range, donc de l'ordre de $400 au-delà de 2070. Donc il y a vraiment un mouvement important qui se met en place, et l'or qui était un peu oublié depuis quelques temps, semble retrouver des couleurs. Il se passe vraiment quelque chose dessus, même si on constate que du côté de la position spéculative, ça n'a pas beaucoup bougé, mais les volumes suivent, et puis il y avait effectivement ce consensus et des intérêts généralisé pour l'or, et un peu d'ailleurs de consensus pour le désintérêt que pouvait présenter l'or. Donc c'est effectivement un mouvement important. On remarque que l'argent n'est pas loin non plus. Il y a eu un gros contre-pied sur l'argent, aussi des niveaux techniques importants à déborder sur l'argent, et puis d'une façon générale les matières premières qui repartent à la hausse depuis juillet, et de façon assez sensible. Si on prend le COMO, le panier de matières premières, l'indice Thomson Reuters CRB, il a repris 13 ou 14% depuis le mois de juillet. Il y a un ensemble qui se met en place ici, et malheureusement pour l'inflation, je crois que c'est un trend de long terme qui se réactive ici, et ça fait partie de nos allocations privilégiées. Ça représente jusqu'à 20% de notre portefeuille investisseur. Bon, on attaque le fixing, 6822,90 points sur le CAC 40. C'est incroyable, parce que on a fait le calcul ce matin, Philippe, c'est pour vous ça. 7581 points plus haut le 24 avril, 6822,9 au fixing ce soir, c'est moins 10,00000%, tout pile. Oui. Non mais j'adore. Voilà. Mais là, les 6880, ça y est, ils sont cassés. Ouais. Et j'attends ce soir sur le S&P 500 l'éventuelle cassure des 4260. Et là, je pense que la messe sera dite. Enfin, je ne sais pas si Jean-Louis, tu nous parlais, toi, d'éventuellement se laisser tenter par un achat autour de 6008. Je ne vois pas très très bien à quoi on se raccroche aujourd'hui. Alors, sur le plan technique, il ne peut pas y avoir un signal d'achat à 6008. On est vendeur. Maintenant, peut-être que 6008 va réveiller des intérêts acheteurs, je ne sais pas. C'est sûr que les gérants qui n'ont pas payé intelligemment 7004, 7005, ils vont peut-être se dire, parce qu'ils étaient sous-investis pour beaucoup, ils vont peut-être se dire, tiens, on va peut-être acheter vers 6008. Mais pour qu'il y ait vraiment des achats de conviction, c'est sûr qu'il faudrait un environnement... quelque chose qui change, quoi. Oui, il faut quelque chose. Ça, je crois. Vous vous rendez compte, au Moyen-Orient, on va faire la liste, mais c'est vrai que tout est noir. Donc, mais avec des acteurs de la gestion, des spéculateurs, tout le monde est conscient des choses. Et en fait, ce marché ne peut pas être surpris, quelque part. Donc, c'est pour ça que... Alors, ce qu'il faudrait, c'est au moins une stabilisation à 6008, et réveiller de l'intérêt, parce que, quand même... Moi, quand je vois LVMH qui a perdu 25%,
je me dis qu'après tout, c'est un niveau d'achat. Alors, pour Bernard Arnault, c'est sûr. Oui, il achète, il achète tout le temps. Oui, voilà. Il peut acheter à 830 comme à 660. Donc voilà, mais... Non, mais LVMH, par exemple, ils disent elle a déçu. Non, attendez, elle va reprendre une croissance historique, en fait. Hein. Elle a eu des années, là, 3 ans de croissance incroyable, 2 ans, mais voilà. Les années folles. Oui, c'était les années folles. C'est ça. Pour le secteur, c'était incroyable. Mais là, je pense que ça peut... Donc, quand même, il y a moyen d'espérer qu'on puisse avoir des achats de conviction de la part d'acteurs, sous condition qu'il n'y ait pas des flux sortants des marchés actions pour aller encore vers les obliges. Oui, bien. Bon, et si ça ne se déroule pas comme ça, alors sous 4260 S&P, sous 6880 CAC 40, à quoi on s'expose dans l'idée de la poursuite d'un scénario de baisse? Le CAC 40, on trace bien les niveaux de support, on les voit, 6004. Et puis 6110, c'est-à-dire le précédent sommet pré-Covid. Et la règle du report d'amplitude entre 7005 et 6008, vous voyez où ça nous emmène. 6150, on s'en sort bien si on s'arrête là. Mais je ne maîtrise pas du tout, évidemment, l'évolution de la situation géopolitique au Proche-Orient. Mais moi, je trouve que ce qu'a déclaré Jamie Dimon, c'est pas complètement idiot. Le marché est trop complaisant par rapport à ce risque géopolitique, l'augmentation de ce risque géopolitique. Le marché se fait complaisant avec le risque géopolitique, le risque terroriste. Je ne sais plus si c'est de la complaisance. Ça fait 20 ans que le marché vit dans ce monde-là. Ils ne sont pas dupes non plus. Il vit au rythme des algos, c'est-à-dire que l'horizon de temps, c'est 1 heure, c'est 5 heures. Et on ne se projette même pas dans ce qui se passera d'ici Noël. D'ailleurs, vous avez vu que plus personne aujourd'hui se pose la question de savoir si le rallye de fin d'année va bien s'enclencher la semaine précédente, Thanksgiving, etc. Non, mais imaginez, dans 15 jours, le pétrole à $125. On n'a pas fait de nouveau sommet sur le pétrole. Non, mais il suffit de franchir 98,5, vous allez voir. D'accord. Voilà. Et le gaz, triplé en quelques jours, vous voyez que là, la perspective change du tout au tout. Voilà. Et là, il n'y aura pas des achats de conviction, il y aura des ventes de conviction. Non, mais les choses peuvent changer. Voilà. Le monde peut encore se prendre là pour les marchés. Non, mais là, on voit Biden qui distribue 100 milliards pour jouer à la guerre aux Ukrainiens et à Israël. On ne peut pas dire qu'on s'en va vers la paix. Hein. Jean-Louis, 6100, je suis absolument pas d'accord avec Philippe. C'est pas dans les cartes aujourd'hui, quoi. Non, mais 6100, Philippe traduit un sentiment de l'économie. Mais les indices, le CAC 40 par exemple, c'est 10 valeurs, même 5. Ces valeurs-là ont de bonnes perspectives. Donc, sans guerre, ça serait étonnant qu'on puisse baisser autant. Attends, évidemment, la bourse, ce sont des probas. Hein, quand on travaille sur les marchés, on joue des scénarios probabilistes, mais moi, pour l'instant, je ne parie pas dessus, si vous voulez. Donc, je vais rester hyper léger en attendant des signaux d'achat, mais pour l'instant, je ne parie pas du tout. Alors, pas du tout sur 6100. Ce que vous disiez le mois dernier, alors ça a peut-être changé un petit peu entre-temps, mais c'est biais vendeur, mais léger, quoi. Oui, faut y aller tranquille, il ne faut pas être trop... Force tentant, voilà. Non mais techniquement, c'est rien de monstrueux. On est à 6008, on était à 7005. C'est juste un petit report d'amplitude, c'est très classique. Je demande l'arbitrage de Romain Dobry. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous dire, j'ai un biais. J'ai pas été voir les cibles en dessous des supports. Non, on est d'accord sur les niveaux. Ce qu'on peut décrire graphiquement, c'est que sur les indices européens, on teste là en ce moment des niveaux d'alerte de long terme. Ça veut dire que si on les rompt, on passe baissier de long terme, c'est pas un bon signal du tout. La zone 6748, 6830 sur le CAC 40 cash, je me laisse un peu de marge, mais ça c'est pour les jours à venir. Exactement le niveau technique sur le futur CAC 40 novembre, c'est 6794. Ça c'est la cible graphique qu'on attend de la rupture du trading range qu'on a cassé début septembre. Donc, mi-septembre. Pour ce qui est des indices américains, la configuration est un peu différente. Ils sont en train de tester des niveaux d'alerte de moyen terme. Donc, ils ont encore un petit peu de marge pour consolider et c'est moins grave de ce côté-là. La cible à préserver sur le Nasdaq, c'est 14 467, 14 550. On y est quasiment sur le Nasdaq 100 à l'instant. Et donc, effectivement, si on rompt ce niveau-là, on peut donner des cibles baissières plus lointaines. La première cible pour le CAC 40, c'est un peu au-delà de 6510 points. Ensuite, on a 6270. On change de paradigme et
Effectivement, il y a la question géopolitique qui est lourde et qui est peut-être différente cette fois-ci et qui est à surveiller. Malheureusement, techniquement et sur les marchés, on peut pas tellement travailler avec ces paramètres-là. On peut être plus ou moins vigilant. C'est plus le contexte, si on ne tient pas compte de ça, c'est plus le contexte de il y a des alternatives aujourd'hui dans le marché, il y a des liquidités. Les opérateurs, en fin d'année, puisqu'on aborde le dernier trimestre, avaient fait des performances correctes, ont eu le temps d'alléger des positions, ont du cash. Est-ce que les prix, les marchés sont descendus par paliers? À chaque fois, on n'a pas trouvé vraiment de zone d'intérêt. Là, c'est une zone clé et pour des opérateurs qui ont des liquidités, ça peut être un point d'entrée. Est-ce qu'ils vont se manifester ou pas? Nous, on pense que c'est effectivement la probabilité de trouver des niveaux d'intérêt est importante ici. Sinon, on change complètement de paradigme et c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout d'accord avec ce qu'on a essayé de construire en début d'année et que tout a vraiment changé. Or, il y a effectivement quelques éléments qui ont évolué, mais notamment ces possibilités alternatives. Mais quand on est un investisseur, c'est le travail de regarder les marchés sur ces niveaux-là. Autant on était prudent, autant encore une fois sur ces niveaux-là, on va surveiller des figures. Et encore une fois, je vous disais, il y a quelques micro-signes de capitulation sur des petites valeurs, sur des plus grosses. Et puis sur le sentiment, le consensus est en train de changer un petit peu. Il y a quelques semaines, on était un peu plus complaisant, un peu plus endormi. Là, on voit la volatilité qui se retend, le discours qui change un petit peu aussi. Alors, il n'est pas encore passé vraiment à la panique, mais la volatilité prouve bien qu'on est plus stressé et qu'on a peut-être retrouvé, où on n'est pas loin de le faire, des catalyseurs pour réactiver une dynamique haussière. Puis si on regarde des titres, alors je prends l'exemple d'un titre en particulier que vous savez que j'ai pris comme benchmark, on l'a fait ensemble Grégoire il y a quelques années, c'était en août 2021, comme le benchmark de la baisse. C'était le début du mouvement de baisse qui était entamé début 2022. Elle avait baissé avec des volumes 3 fois supérieurs à la moyenne. On s'était dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est pas terrible. Eh bien, je n'ai jamais, à part pour des stratégies baissières, on a regardé ce titre-là à nouveau à l'achat. Là, on regarde et on constate graphiquement des divergences haussières. Alors avec tout ce que peut porter comme poids Kering en termes de lourdeur du côté de Gucci, etc., de l'exposition à la Chine, on le sait. Voilà, mais il y a peut-être des choses à commencer à regarder de ce côté-là. En tout cas, on sent qu'il y a un dégoût et une inquiétude dans le marché qui est susceptible de réveiller un peu d'intérêt. Donc, ce sont des niveaux qu'on va surveiller. Alors, en revanche, on va travailler avec des stops sous 6748 sur plusieurs clôtures ou alors sur un sell-off. On se posera des questions sur un mouvement de panique, mais en tout cas, il faudrait plusieurs clôtures sous ces niveaux-là pour invalider la tendance. Pour nous, ce sont plutôt des points d'entrée. On termine l'échéance lourde au plus bas du plus bas avec clôture définitive 6816 points pour le CAC 40 cash, c'est le plus bas du jour et c'est le plus bas en clôture sur cette échéance. Un mot des devises quand même. Alors l'euro-dollar en fait a été plutôt assez flat depuis quelques semaines et puis on a vu on est passé sous 1,05 et là on revient à 1,06 quoi, quasiment. Non mais c'est vrai. Il est sur son plus bas de l'année. Ouais. Mais bon, par rapport au trend précédent... à moins de 1,04, ça, je voyais revenir la question de la parité. Et puis ça a été écrit, Citi, JP, enfin voilà, les analystes font leur travail marketing de ce point de vue-là. Mais... non, mais bon, après, c'est difficile de se faire une idée de la situation. Moi, je suis vendeur avec une neutralisation au-dessus d'un 0,770, 80. Mais là, également, léger. Voilà, léger, on vend, on rachète, on n'hésite pas. Alors, quand on dit qu'on est vendeur, ça veut dire qu'on garde un solde vendeur en permanence plus ou moins important. Donc, comme sur le CAC, il n'est pas important, léger, on travaille léger, prudemment. Mais c'est vrai qu'il y a une très belle résistance. Là, on a des volatilités implicites beaucoup plus basses, autour de, 7 à peu près. Donc, du coup, on peut se couvrir aussi avec des options peut-être assez aisément. Il faut en profiter. Mais là, avec cette stabilisation depuis le début du mois d'octobre, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'indication directionnelle. On a plutôt l'impression que ça pourrait repartir un peu vers le haut. Les moyennes mobiles se rejoignent. C'est quoi le niveau clé à surveiller s'il faut changer de sens justement sur l'euro-dollar à un moment? 70, 80, c'est le niveau on va dire, retournement de biais haussier. Et puis... comme vous l'avez dit, Grégoire, à la baisse, à 0,4, ça serait le signal d'une réimpulsion, quoi. Je suis sur les mêmes niveaux, 0,370. Je suis revenu quand même un petit peu sur la vision long terme, euro-dollar. L'euro reste malgré tout baissier depuis 2014. Et là, la tendance...
elle est toujours en faveur des vendeurs d'euros. Hein. Voilà. Alors, le franc suisse est bien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et puis sur le yen, on n'est peut-être pas loin, effectivement, de voir la BOJ intervenir un petit peu. Ils sont intervenus, j'ai vu sur les JB aujourd'hui. Les bons du Trésor. Ouais, parce qu'à 0,85, c'est pas tant le sens du mouvement qui les... C'est la psychologique. Vitesse. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça choque trop les esprits. Faut que ça se fasse doucement. Oui, ils ont fait ça. Mais bon, ça n'a pas eu vraiment de retentissement important sur le dollar yen, voilà, qui est vraiment quand même la masse à surveiller, puisqu'on a des quantités de ventes de yens à découvert absolument colossales. Ça confère, j'imagine, du côté de la Banque du Japon, quand même une forme de responsabilité un peu globale aussi. C'est-à-dire s'ils doivent eux aussi normaliser une partie de cette politique monétaire, il faut qu'ils prennent en considération quand même tout le monde. Ils sont loin des hostilités. Oui. Voilà. Et c'est toujours en devise locale, bien sûr, le meilleur marché développé hors Nasdaq depuis le début de l'année. Nikkei, Topix, et ça reste pas très cher, je crois. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités pour cette journée d'échéance sur les marchés dérivés, les 3 sorciers de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois, avec ce soir Jean-Luc Hussac, évidemment, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, qui nous accompagnait.